Ce vendredi soir-là fut la nuit la plus intense et la plus inoubliable de ma vie. La maison était si calme et paisible que je ressentais une rare sensation de tranquillité. J'étais épuisée après une longue semaine et je ne désirais qu'une chose, dormir. En m'endormant, je pensais que rien ne pourrait troubler le calme de la nuit. J'étais mère célibataire depuis 4 ans. Depuis mon divorce, mon ex-mari et moi n'avions pas une mauvaise relation. Nous nous étions simplement éloignés l'un de l'autre. Élever mon fils Jerry seul avait été à la fois la chose la plus gratifiante et la plus difficile que j'ai jamais faite. Il était tout pour moi, intelligent, drôle et gentil. Mais être à la fois sa mère et son père était un véritable défi. Ce soir-là, j'étais si fatiguée que j'avais à peine la force d'enfiler mon pyjama avant de m'effondrer sur le lit. La maison était silencieuse. Jerry s'était couché depuis des heures après avoir joué aux jeux vidéo et fait ses devoirs. Enfin, j'avais un moment pour moi. Dans ma chambre, la lumière de la lune filtrait à travers les rideaux fins, projetant de douces ombres sur les murs. Je me blottis sous les couvertures, savourant l'instant et laissant mon esprit vagabonder. La vie avait été calme ces derniers temps, un changement bienvenu après une année difficile. Jerry et moi avions traversé de nombreuses épreuves depuis le départ de son père, mais nous avions réussi à construire une belle vie. Même si Jerry avait presque 22 ans, nous étions toujours très proches. Il était attentif et attentionné. Parfois, j'avais peur qu'il porte trop de responsabilités pour son âge. Je souris en pensant à lui. Il était si gentil et j'avais de la chance de l'avoir dans ma vie. Mais cette nuit-là, j'étais trop fatiguée pour penser. Je me sentais lourde et somnolente. Puis j'entendis un léger tapotement à la porte de ma chambre. À moitié endormie, je crus rêver. Mais un second coup, tout aussi doux, me réveilla complètement. Maman, dit Jerry, sa voix douce mais suffisamment forte pour me réveiller. Je clignai des yeux, essayant de distinguer la porte. Je pouvais voir la silhouette de Jerry dans la faible lumière du couloir. Je me redressai, tentant de me réveiller complètement. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je, la voix encore tremblante de sommeil. Il hésita avant d'entrer et referma doucement la porte derrière lui. Il semblait réticent à s'approcher. Je n'arrivais pas à dormir, dit-il. Son regard était fixé sur le sol. Erreur, que je pouvais l'enterrer sous le silence. Mais certains secrets refusent de rester silencieux. Jason est rentré, a embrassé mon front et m'a dit qu'il m'avait manqué. J'ai souri, faisant semblant que rien n'avait changé, alors qu'à l'intérieur, j'avais l'impression de me tenir sur du verre brisé. Chaque mot, chaque geste était une comédie. Et pourtant, Noah persistait dans mes pensées. Sa voix, son regard, le souvenir de la façon dont mon prénom sonnait quand il le prononçait. Les jours se sont fondus en semaines. J'ai essayé de prendre mes distances, de reconstruire les murs que j'avais brisés, mais les plus petites choses continuaient de les faire tomber. Un message inattendu, un bonjour échangé, la façon dont nos regards se retrouvaient dans une pièce bondée. À chaque fois, ma détermination s'effritait un peu plus. La culpabilité est devenue mon ombre. La nuit, tandis que Jason dormait à mes côtés, je revivais des moments que je n'aurais pas dû me rappeler. Mon corps restait immobile, mais mon esprit était ailleurs, pris dans une tempête dont je ne pouvais m'échapper. Puis Jason a proposé que nous partions un week-end. Juste nous deux, a-t-il dit doucement, les yeux pleins de bonté, sans se douter de rien. J'ai accepté, espérant que la distance apaiserait le chaos en moi. Ce voyage a été à la fois une grâce et une punition. Loin de tout, j'ai vu Jason tel qu'il était vraiment, un homme qui m'aimait sans condition, qui avait bâti tout son monde autour de mon bonheur. Je l'ai regardé rire près du feu, me prendre la main, et je me suis demandé comment j'avais pu perdre de vue un amour pareil. L'espace d'un instant fugace, j'ai cru pouvoir revenir pleinement vers lui, que la tempête en moi pourrait se dissiper en calme. Mais quand nous sommes rentrés, Noah était là. Un seul regard, et chaque fragile parcelle de contrôle que j'avais construite s'est effondrée. La vérité m'a frappé de plein fouet. Je ne pouvais plus vivre dans deux mondes. La sécurité silencieuse de l'amour de Jason et l'attrait sauvage et dévorant du toucher de Noah ne pouvaient pas coexister. L'un détruirait l'autre, et tous deux me détruisaient lentement.
Aujourd'hui, chaque matin pèse plus lourd. Le sourire de Jason porte une confiance que je ne mérite plus. L'absence de Noah ressemble à une blessure qui refuse de guérir. Je traverse mes journées en faisant semblant que tout va bien, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Une tension constante entre la culpabilité et le désir, la sécurité et l'élan. Je ne sais pas comment cette histoire se termine. Peut-être que la vérité éclatera et réduira tout en miettes. Peut-être que je la porterai en silence jusqu'à la fin de ma vie. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'ai ressenti avec Noah était réel, brut et effrayant, mais réel. Et parfois, les choses qui nous ruinent sont les mêmes que celles qui nous rappellent que nous sommes encore en vie. Maintenant, des bougies, mon vin préféré, la chanson de notre mariage en fond sonore. Mais pendant qu'il parlait, je n'entendais qu'Adam, sa voix, son rire, ces mots qui résonnaient dans ma tête. Tu mérites plus, Rachel. J'ai souri tout le long du dîner, faisant semblant d'être présente, alors que mon cœur était ailleurs. Plus tard, quand Michael s'est endormi à mes côtés, je suis restée à fixer le plafond. La culpabilité m'a traversée comme une tempête. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité. J'avais dit oui à tout, sauf à la seule chose qui comptait vraiment, l'honnêteté. Le lendemain matin, je suis allée au travail et j'ai demandé à Adam de prendre un café à l'extérieur du bureau. Il avait l'air surpris, peut-être même nerveux. Assis l'un en face de l'autre, je lui ai dit que je ne pouvais plus vivre dans cette zone grise que nous avions créée. Tu as été gentil avec moi, ai-je dit. Tu m'as rappelé que je suis encore vivante, mais je dois retrouver ce sentiment sans toi. Il est resté silencieux un long moment, puis il a hoché la tête. Tu es plus forte que tu ne le crois, Rachel, a-t-il dit doucement, et c'est peut-être ça que tu devais découvrir depuis le début. Partir a été plus difficile que je ne l'imaginais. Le silence qui a suivi a été brutal, mais peu à peu, j'ai commencé à reconstruire. Pas seulement mon mariage, moi-même. J'ai recommencé à peindre. J'ai commencé à dire oui à de petites joies qui m'appartenaient, oui aux promenades matinales, oui au temps passé avec mes enfants, oui aux conversations avec Michael qui ne ressemblaient plus à des routines. Finalement, j'ai dit la vérité à Michael, pas au sujet d'Adam précisément, mais sur ce vide que je ressentais. Il ne l'a pas bien pris. Il y a eu des disputes, des larmes, de longues nuits de silence. Mais petit à petit, nous avons retrouvé notre chemin. Il a recommencé à être présent, vraiment présente, et moi, j'ai appris à lui pardonner et à me pardonner. Des années plus tard, je repense encore à ce chapitre de ma vie, non pas avec des regrets, mais avec lucidité, parce que parfois, l'infidélité ne commence pas par un baiser, elle commence par l'absence, par la solitude, par le fait de dire oui à tout le monde, sauf à la personne que l'on a juré d'aimer. J'ai dit oui à tout parce que j'avais peur de dire non au vide dans mon cœur. Mais j'ai compris une chose d'essentielle. Le véritable amour n'est pas d'être toujours heureux, c'est faire face à la vérité, même quand elle fait mal, et choisir de reconstruire plutôt que de fuir. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que le mot le plus puissant dans une relation n'est pas oui. Parce que dire non aux mauvaises choses, c'est la seule façon de dire enfin oui au bas, même si rien n'avait été dit. Nous n'avions pas franchi de ligne extérieurement, mais intérieurement, quelque chose avait déjà basculé. Quand il me regardait, je me sentais redevenir une version de moi-même que j'avais presque oubliée. Pas parfaite, pas épuisée, juste vivante. Et je crois que c'est cela qui m'a le plus effrayée. Scène 8. L'espace entre deux vies. Après cette nuit-là, le silence avait une nouvelle signification. Chaque regard avait du poids. Chaque mot restait suspendu un peu trop longtemps. J'ai commencé à m'habiller avec plus d'intention, des détails subtils, une touche de couleur, un bijou que je n'avais pas porté depuis des années. Je me disais que c'était pour moi, mais au fond, je savais très bien qui je voulais voir remarquer.
Ethan, bien sûr, a remarqué, mais pas de la manière que j'espérais. Tu sembles distraite ces derniers temps, a-t-il dit un soir, d'un ton léger, mais avec un regard attentif. Quelque chose au travail? J'ai souri trop vite. Un gros projet, ai-je répondu. Il a hoché la tête, confiant, et cette confiance aveugle m'a fait plus mal que la colère n'aurait jamais pu le faire. Ce soir-là, je suis restée assise dans ma voiture, sur l'allée, longtemps après être rentrée. La lumière du salon brillait doucement à travers la fenêtre. Une image parfaite de paix domestique. À l'intérieur de cette maison se trouvait tout ce que j'étais censée vouloir. Et pourtant, assise là dans l'obscurité silencieuse, je me sentais étrangère à ma propre vie. Scène 9, la pluie qui a brisé le silence. Une semaine plus tard, la pluie est revenue. Une de ces pluies de Seattle qui semble interminable, douce, régulière, rythmée, le genre de pluie qui rend tout plus lourd et plus intime. Il était tard lorsque Lucas m'a proposé de me raccompagner. « Allez, tu vas être trempé, a-t-il dit avec légèreté. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Le trajet s'est fait dans le calme. Les essuie-glaces balayaient le pare-brise dans un mouvement lent et hypnotique. Nous parlions de travail, de musique, de rien d'important. Mais sous chaque mot, il y avait le murmure de quelque chose de plus profond, quelque chose de non dit. Quand il s'est arrêté devant ma maison, je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Pendant un moment, tout ce que j'entendais, c'était de la pluie contre la vitre. Puis il a dit doucement, « Tu n'as pas à faire semblant d'aller bien tout le temps. » Quelque chose en moi s'est fissuré. Je voulais dire « ça va », mais les mots ne venaient pas. À la place, je me suis tournée vers lui, et dans cet instant fragile, tout a changé. Le baiser n'était ni sauvage ni calculé. Il était silencieux, douloureux, humain. Et quand il s'est terminé, il n'y a eu ni victoire ni soulagement, seulement le poids lourd et tranchant de savoir que quelque chose d'irréversible venait de se produire.